Alors, Omar Kader, je vous dis ce nom-là et les chances que vous sachiez en grande partie de quoi il est question sont très, très fortes. Donc, cet enfant soldat radicalisé par son père qui était un proche de Ben Laden, enfant soldat qui a été capturé, blessé à la suite d'une attaque en Afghanistan, une attaque américaine, qui a passé 10 ans à Guantanamo avant d'être finalement, je dis finalement rapatrié au Canada parce que ça a été très complexe. 10 millions de dédommagements plus tard de la part du gouvernement, des excuses formelles aussi. Voilà où on en est. Et notre premier invité de l'émission aujourd'hui s'est retrouvé obsédé, et je pense que le mot n'est pas trop fort avec cette histoire politico-juridique, et c'est l'avocat politologue Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour, Pénélope. 5 années de votre vie pour cet ouvrage-là dont la recherche a l'air folle. On peut parler d'une obsession? En fait, quelqu'un m'a fait remarquer que ça faisait 2 ans, je disais que ça faisait 5 ans, donc on est rendu plutôt à 7, avec tout le tralala, évidemment, de l'édition. Oui, c'est une obsession depuis longtemps, hein. Depuis, je dirais, la décision de la Cour suprême en 2010, que je trouvais curieux. Je me dis, mais comment ça se fait que le plus haut tribunal du pays nous dise que le gouvernement canadien a violé le droit à la liberté et la sécurité, potentiellement le droit à la vie d'un enfant soldat, mais qu'on hésite à obliger son rapatriement. Et puis là, c'est de là que c'est parti. Alors que les Américains le voulaient, alors que d'autres pays avaient Et rapatrié voilà. leurs Obama, ressortissants. Obama avait promis la fermeture de Guantanamo. Et ce faisant, la majorité des ressortissants de Guantanamo étaient retournés, des détenus étaient retournés dans leur pays d'origine, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, peu importe. Je me dis, mais comment ça se fait qu'on garde le seul mineur sur place? On va refaire l'histoire ensemble, mais avant, Frédéric, elle n'est pas fermée, cette prison-là. Non. Vous êtes allé en juin, il reste 32 détenus. Qu'est-ce qui vous a amené là? Ouais. Ben, Alors que le livre était quoi? À toute fin pratique le livre finie? était terminé. Il me restait l'introduction, Et conclusion. le livre, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, le titre, il s'est sorti hier, le titre, c'est J'accuse les tortionnaires de Marc Adair, donc aux éditions Saint-Jean. Exact. En fait, c'est ça. J'avais complété le livre, puis au mois d'avril dernier, je me suis dit, il faut que je rentre à Guantanamo. Il faut que je sois capable d'aller voir par moi-même qu'est-ce qu'il y en est là-bas. Parce que, bon, vous l'avez dit, ça a été une recherche qui a été complexe, qui a été lourde, qui a été difficile. Mais je voulais tester certaines thèses et hypothèses. Et puis bon, j'ai réussi à rentrer. Comment? J'ai réussi à rentrer, blablabla. J'ai pas dit toute la vérité, disons ça comme ça. Puis ça a fonctionné à mon grand étonnement, en fait. Là, j'ai pensé un petit peu plus malin que ça. Et rendu sur place, ceci dit, puis j'avais un fun fou là, au début. Là, je me suis dit, OK, je suis rentré, mais c'est incroyable. Parce que c'est compliqué de rentrer, il y a 2 douanes. J'avais un chaperon, un haut gradé militaire américain qui m'avait dit ceci, deux choses en fait. Il dit, Fred, il dit, je suis déjà allé sur des porte-avions en Corée, je suis déjà allé un peu partout dans les endroits les plus difficiles du monde, mais il n'y a aucun endroit plus complexe d'entrée qu'à Guantanamo, incluant pour un militaire américain. C'est ce qu'il m'avait dit. Et il m'avait expliqué ça, on était à la base militaire de Saint Andrew, en banlieue de Washington. Il m'avait dit, oublie pas une chose, il dit, arbitraire rime avec militaire. Okay. Et dans d'autres termes, c'est pas clair qu'on va partir, puis c'est pas clair quand on va revenir non plus. Ah oui, OK. Ouais. Donc, au début, c'est le fun, on rentre, on a l'impression d'être un peu cow-boy. Puis à partir de quel moment est-ce que ça devient comme, ouf, la réalité de ce lieu nous rattrape? Bien, moi, j'avais sur mes épaules le livre en question, toutes les injustices. Et puis, ouais, le mot cow-boy est quand même bien choisi parce que je me disais, bon, OK, il y a quand même quelque chose d'excitant à tout ça. Mais quand ils ont compris, parce que je continuais à faire des chroniques ici et là au Québec, et quand ils ont compris, évidemment, que je n'étais pas de leur côté, là, disons ça comme ça, là, il a commencé à avoir un peu de pression. Ils me suivaient un peu partout. Ils ont fouillé mon téléphone cellulaire à 4 reprises. Ils me disaient, ben, tu vois la caméra en haut, sur la colline, ils te filment à temps plein. Hein, bon, des trucs comme ça. Donc, ils jouent beaucoup dans la tête des gens, mais je peux dire ça puis comme ça. Une espèce d'humour déplacé aussi, genre, on sait pas quand... On te garderait peut-être avec nous plus longtemps. On m'a clairement dit, bon, l'avion ne pourra pas venir samedi, resterais-tu avec nous encore quelques semaines?
Et là, j'ai dit, je veux dire, s'il n'y a pas d'avion, je ne vais pas partir à la nage, là, mais êtes-vous certain de ça? Puis là, j'ai joué avec sur d'autres ficelles pour réussir à sortir, donc ça comme ça. Et donc, vous avez assisté à un procès, ouais, c'est ça, j'hésite à utiliser le mot procès. En fait, c'est l'erreur qu'on fait aisément parce que c'était un proche de Ben Laden qui est enfermé à Guantanamo depuis 2004. Et moi, j'ai assisté à son enquête préliminaire. Mais comment ça peut durer 19 ans, une enquête préliminaire? Voilà, c'est complètement absurde. Et ça, c'est une des affaires, par exemple, que quand je disais, j'avais donné une entrevue à Patrick Masbourian, et quelques heures après, mon chaperon me disait, tu sais, Fred, il y a des gens qui trouvent que, 19 ans pour une enquête préliminaire, c'est trop long, mais il faut comprendre. Puis j'étais comme, pourquoi il me dit ça, lui? Et c'est là que j'ai compris qu'ils écoutaient, évidemment, et qu'ils traduisaient, de toute évidence. Puis la chronique que tu n'as Oui, pas? clairement. Puis il me demandait parfois, il me disait, là, je t'ai entendu à Radio-Canada, je savais pas que vous parliez français. Il dit, pas nous, mais bon, nécessairement, c'est la CIA qui est derrière ça. Donc, tout ça pour dire que j'ai jamais été vraiment sérieusement inquiet d'être enfermé, torturé, là, soyons honnêtes. Mais il y a toujours cette espèce d'arbitraire qui, franchement, est propre à toute l'histoire d'Omar Khadr, à tous les détenus qui sont passés à Guantanamo. Sur les 780, Pénélope, il y en a seulement 2 qui ont été condamnés. 780, 2 seuls condamnés. Donc, quand on y pense... Il y en a 2 qui viennent d'être libérés, d'ailleurs, 2 frères pakistanais. C'est exact. Et c'est là que j'ai compris, moi, à Guantanamo, en parlant avec des juges, en parlant avec des avocats de la poursuite, des avocats de la défense, personne ne croit à la justice de Guantanamo, aussi loufoque et burlesque soit-elle. Guantanamo n'a jamais été un camp de justice ou d'injustice, entre guillemets. Guantanamo, c'est un camp pour torturer les gens. Évidemment, ça, tout le monde le sait, j'apprends rien. Mais c'est tout. Une fois qu'ils sont torturés puis on a obtenu l'information, c'est ça. Soit qu'on les retourne dans leur pays d'origine parce qu'ils ne sont pas dangereux, ou on les laisse pourrir, comme dans le cas du bougre en question. Donc, vous êtes, Frédéric Bérard, printemps dernier, été dernier, sur le lieu où Omar Khadr a passé 10 ans de sa vie. Il est rentré, il avait 15 ans quand il est rentré? Exact. Donc, OK. On va quand même expliquer la vie d'Omar Khadr et de sa famille avant Guantanamo, parce qu'on peut comprendre pourquoi on l'a pointé du doigt et on a voulu l'accuser de certaines choses. L'histoire se résume quand même assez aisément. Puis là, je m'adresse particulièrement à ceux et celles qui disent à 15 ans, tu sais ce que tu fais. On a des chroniqueurs au Québec qui l'ont écrit quand il y a eu son dédommagement. À l'âge de 4 ans, Omar Khadr se fait dire par son père... Omar Khadr né à Toronto. Exact. Et grandi au Pakistan. En fait, il a grandi une partie de sa vie en banlieue de Toronto et sont allés rejoindre les bootcamps de Ben Laden quand il avait 8 ou 9 ans, selon ce qu'on peut savoir, selon ce qu'on pense. 4 ans. Et donc, c'est ça. Il a 4 ans et son père lui dit à lui et à ses 2 frères, il dit, les gars, quand vous allez vous faire exploser pour l'islam, pas si, là, quand? C'est pas une question. Quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, vous aurez droit à la récompense de votre choix de l'autre côté. Il dit, moi, le père, moi, j'aurai un éléphant blanc avec une chute d'eau. Un de ses frères aînés répond, moi, papa, je veux un stationnement rempli de voitures de luxe. OK. Puis toi, Omar, qu'est-ce que tu veux? Moi, papa, je veux une piscine remplie de jello. Parce que c'était son dessert préféré. Alors, vous allez me faire croire que... Comment on sait ça? Est-ce que vous avez parlé, Frédéric Bérard, à Omar Khadr? Est-ce que c'est des choses qui sont de ces témoins, de ces interrogatoires? Est-ce que c'est des choses qui sont corroborées par d'autres personnes? Oui. En fait, écrire ce livre-là, c'est un peu, j'emploie la métaphore, là, parce que j'en ai pas d'autres, c'était pas la meilleure, mais c'est un peu un casse-tête d'1 million de morceaux, où chaque morceau doit être justifié par une source. Il y a plus d'1 millier de notes dans ce livre-là. Ouais, Chaque page a un nombre de notes, de références, de sources. Ça a été un bordel épouvantable. De trouver les sources, c'était déjà compliqué, mais après ça, d'amasser les morceaux pour en faire une espèce de truc complet, intelligible,
Ça a été le plus difficile. Donc, à 4 ans, Mhm. cette image, que vous racontez, peint une image d'un enfant, mais entre 4 ans et 15 ans, il se peut se passer bien des choses Mhm. pour que quelqu'un se radicalise et que quelqu'un fasse ce que le gouvernement américain l'a accusé de faire, Mhm. c'est-à-dire faire sauter ou blesser à mort un soldat américain en Mhm. Afghanistan. Donc, de Toronto jusqu'en Afghanistan, son père est proche de Ben Laden. C'est quoi le reste de son histoire avant qu'on Ben, en fait, l'arrête? ben, c'est ça. Il passe ses étés, ben, en fait, c'était sa vie dans un bootcamp. Lui, son camp de vacances au Mont-Cadère, là, c'est pas à Sainte-Véronique à faire du paddleboard, là. C'est de savoir, il se fait instruire à savoir comment faire exploser X puis comment faire exploser Y. Et quand arrive comment je dirais, la bagarre finale, lorsqu'il y a 15 ans, ben Kader est dans une espèce de bâtisse où lui et ses combattants, ses amis combattants pardon, d'Al-Qaïda sont en retrait dans une espèce de cabane dans le sud d'Afghanistan. Kaboul vient de capituler, c'est la fin d'Al-Qaïda ou à peu près. Les Américains savent qu'ils se trouvent dans cette cabane-là, débarquent, laissent tomber à peu près 150 livres de bombes sur le bâtiment qui explose en toutes pièces. Et là, je vais laisser les gens le lire par eux-mêmes, mais je vais quand même devancer un petit punch. C'est pas Kader qui a lancé la grenade. C'est impossible. De- Comment on dit que c'est impossible? D'un Les point de vue, preuves... d'un point de vue balistique, puis moi, je ne suis pas un expert Mhm, balistique, mhm. mais j'ai ramassé les travaux de d'autres experts. Je les ai consultés aussi. Sandy Garosino, notamment, qui est une ex-procureure de la Couronne, qui est une spécialiste de balistique, vous démontre, puis je l'explique dans le livre, photo à l'appui. Qu'Omar Kader ne peut pas avoir lancé cette grenade-là à Qui a tué le 99,9 %. sergent Christopher Spear. Donc, C'est exact. mais il se retrouve donc blessé, Mhm. Kader. Mais je vais effectivement, oui, laisser les gens lire tous les détails parce qu'il y en a plein, notamment le fait que son père est arrêté plusieurs années avant, libéré à la suite d'une intervention du premier ministre Jean Chrétien. Donc, c'est vraiment là, une histoire complexe. Le père, la famille, le gouvernement canadien, parce qu'ils sont canadiens. Et là, donc, octobre 2022, il est transféré à la prison américaine de Guantanamo. Frédéric Bérard, ce que vous racontez dans J'accuse les tortionnaires de Marc Adair, donc ce livre. Et là, à partir de là, pendant 10 ans, qu'est-ce qui se passe? À partir de Guantanamo, ah ben là, ça part mal. Et là, évidemment, c'est en 2002, juillet Mm. 2002. On l'envoie dans un premier temps dans une base qui s'appelle Bagram, à Bagram, où on commence à l'interroger. Et Omar Khadr, il faut le savoir, il était pratiquement cliniquement mort, là. OK. Les soldats américains l'ont réanimé. Il y a un paramédic américain qui lui a clairement sauvé la vie parce qu'il était troué de tout bord, de tout côté. Il a perdu l'usage de l'œil gauche à 90 Il a été opéré à son retour au Canada, donc une douzaine d'années plus tard. Et tout ça pour dire, donc, on l'a gardé en vie. Pourquoi? Pour pouvoir l'interroger. Dès qu'il est débarqué à Bagram, on s'est mis à lui faire des jumping jacks avant, et il était troué comme un fromage, là, avant de faire son interrogatoire ou ses interrogatoires pratiquement jour et nuit. On l'envoie à Guantanamo, mais on ne lui dit pas qu'il s'en va à Guantanamo, on dit qu'il s'en va en Israël. Et lui, il est certain qu'il va se faire assassiner rendu là-bas. Je ne sais pas si vous avez une idée, là, mais Kaboul, ou Bagram plutôt, et Guantanamo, là, c'est une sacrée Mm, mèche mm, mm, mm. en avion. On lui attache les mains et les chevilles ensemble dans la chambre froide. C'est un vol de, je pense, une vingtaine d'heures ou un truc du genre. Et débarqué à Guantanamo, son enfer sur Terre se poursuit. Il est victime, évidemment, de torture pratiquement au quotidien. Ça, c'est des rapports de l'ONU qui l'ont... Ouais, puis en fait, il y a plusieurs... En fait, est-ce qu'on sait spécifiquement si lui a été torturé? Oui, oui, oui. Oui, OK. Ah oui, oui, c'est absolument. Puis ça Prouvé. apparaît dans les requêtes. D'ailleurs, quand vous me posiez la question de savoir quelles sont les sources, une Mm. des sources consultées, c'est les requêtes déposées dans le dossier Kader à Guantanamo. Donc, uniquement pour Kader, uniquement pour Guantanamo, il y avait 220 requêtes qui touchaient l'histoire précise d'Omar Kader, dont ces éléments de torture. Et c'est connu aussi qu'à Guantanamo, Omar Kader était le souffle-douleur des militaires américains. Et ça, il y a plusieurs témoignages de détenus, d'ex-détenus qui le confirment. Alors, Frédéric Bérard, que vous nous avez rappelé tout à l'heure, vous avez dit à 15 ans, on peut invoquer le fait qu'on sait ce qu'on fait. Un 15 ans, pour lui, peut faire mûrir beaucoup plus vite d'ailleurs que pour d'autres, tu sais, je veux dire, sa vie. Absolument. Bon. Mais ça demeure
un enfant soldat. Mais c'est Et ça. il y a des conventions pour ça, Voilà. il y a des protections pour ça. Pourquoi il n'a pas bénéficié de ce type de protection-là? Je suis content que vous posiez la question parce que pour moi, l'histoire d'Omar Khadr, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il était innocent, là. Mais ça n'a aucune importance, en fait, à savoir s'il est coupable ou non. Dans l'optique où quand tu es un enfant, tu es protégé par les conventions internationales, tu es protégé par le droit Mais international. à Guantanamo, est-ce qu'il y a des conventions Bon, internationales mais ça, qui... ça, c'est le problème. Parce que au début, moi, j'ai posé la question là-bas. J'ai dit, pourquoi vous êtes venu ici? Guantanamo, c'est une base militaire Cuba. américaine qui existe depuis une centaine d'années à peu près. L'idée à la base, c'est quand est arrivé les attentats du 11 septembre, on dit ça nous prend une espèce de prison militaire. Ils ont pensé en Virginie, puis on dit ben non, parce que le droit constitutionnel américain va s'appliquer, donc c'est pas une bonne idée. Ils ont suggéré après ça une base qu'ils ont dans une petite île dans l'océan Indien, je me souviens plus du nom. Après ça, quelqu'un a dit ben non, c'est beaucoup trop loin pour aller virer là la fin de semaine, parce qu'il faut pas oublier que les juges de Guantanamo et les avocats débarquent là OK. pendant une semaine, 2 semaines, puis ils retournent dans leur ville respective aux États-Unis. Et là, il y a quelqu'un qui a allumé, il me dit allons à Guantanamo, c'est tout près, en fait, d'ici. Et puis, le droit américain ne s'appliquera pas. Donc, évidemment que d'entrée de jeu, on a décidé que le droit international, non seulement les conventions internationales sur le droit de l'enfant, mais que le droit international au sens large ne s'appliquait pas à Guantanamo, incluant le droit de la guerre, donc toutes les conventions de Genève. Ça va même plus loin. George Bush avait un secrétaire d'État à la justice, un dénommé Gonzalez, qui avait fait adopter Pénélope, écoutez ça, les mémos de la torture. Les mémos de la torture, vous allez voir, c'est tout simple. Il disait, tant et aussi longtemps que vous ne faites pas mourir le détenu et que vous ne pulvérisez pas un de ses organes vitaux, ce qui me semble être pas mal la définition de la mort, mais en tout cas, peu importe, ce n'est pas de la torture en vertu du droit international, merci. Et il a envoyé le mémo à Guantanamo. Évidemment, imaginez les espèces de psychopathes là-bas qui reçoivent la directive suivante. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et le camp X-Ray que j'ai visité, qui est le premier camp qui a été construit en 3 jours et demi avec du bois, des stades de baseball avoisinants, puis de la broche, c'est d'une violence incroyable. Ce camp-là a accueilli à brûle-pourpoint les premiers détenus, dont Omar Khadr. C'est dans le fin fond d'un champ. C'est des images qui sont un peu traumatisantes, je dirais même. OK, donc, Khadr se retrouve là, il est transféré là en octobre 2002. Il est interrogé par le service canadien quelques mois plus tard. Plusieurs années plus tard, des aveux, donc, qu'il dira qu'il a obtenus sous menace et sous torture. Et là s'enclenche tout un jeu politique, diplomatique, entre les Américains et les Canadiens. Et c'est un peu ça, les révélations nouvelles ou renforcées de ce livre-là, J'accuse les tortionnaires de Omar Khadr, Frédéric Bérard. C'est tout ce jeu-là et le rôle que vous attribuez à Stephen Harper dans le fait que ça a été si long pour le rapatrier au Canada. En fait, la principale révélation du livre, c'est la suivante. Puis ça, c'est nouveau. C'est qu'à mon avis, n'eût été de Stephen Harper, on ne parlerait plus depuis très longtemps d'Omar Khadr. Pourquoi? Parce que Et il n'y aurait pas eu le 10 millions de dédommagements et les Fort excuses probablement pas. formelles du gouvernement. Alors, s'il y en a qui sont fâchés que Khadr a obtenu 10,5 millions, dites-vous ceci, puis la prochaine fois, si on souhaite que ça n'arrive plus, on pourrait s'assurer que nos premiers ministres n'agissent pas de la sorte. Parce qu'ici, ce qu'a obtenu Khadr, c'est pas une subvention au terrorisme, là. C'est un règlement hors cours. Il aurait pu obtenir facilement le double Parce que s'il lui avait poursuivi. poursuivait le gouvernement. Exact. Et donc, dans cette entente à l'amiable, c'est là que le gouvernement lui a donné 10 millions de dollars. C'est en plein ça. Et donc, pourquoi je dis tout ça? C'est que moi, quand j'entends encore Stephen Harper dire, vous voyez, il est accusé de crimes graves aux États-Unis, et c'est un terroriste, puis il a signé des aveux, il a signé un aveu de culpabilité et tout, moi, ça me rend fou. Parce que si Khadr a été accusé aux États-Unis, je le répète, c'est la faute de Stephen Harper. Je le dis haut et fort. Donc, il a été accusé aux États-Unis. À Guantanamo, oui. Donc, c'est quoi son c'est nébuleux pour moi, là. Accusé aux États-Unis, mais pas reconnu coupable. Non, effectivement. OK. Les commissions militaires de Guantanamo ont le droit d'accuser, donc l'équivalent au criminel, si on veut, X ou Y détenus.
et lui faire par la suite une espèce de procès bidon. La plupart du temps, il n'y en a même pas de procès. Puis de toute façon, ce pas des procès qui sont juste impartiaux. Là. Ça, c'est une autre blague. Mais la réalité, c'est que si Kader a été accusé, je le répète, c'est la faute de Stephen Harper. Pourquoi? Parce que voici ce que j'ai pu comprendre, notamment en allant à Guantanamo. C'est que quand on amène des détenus à Guantanamo, c'est pas pour les condamner, c'est pas pour les juger. Ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Ce qu'ils font, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on torture et on retourne dans leur pays d'origine. Or, ici, en amenant Kader à Guantanamo, ils se sont dit, un jeune de 15 ans, son père connaît Ben Laden, Ben oui. il va nous fournir l'information une fois qu'on va le squeezer un peu. Et par la suite, le Canada va lever la main en disant, retournez-nous notre ressortissant mineur. Et puis, pif-paf, on n'en parle plus. Or, quand les États-Unis ont essayé de faire ça, Stephen Harper a dit, non, j'en veux pas. Gardez-le. Et là, à Guantanamo, ça se dit, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Là? Pourquoi les États-Unis voulaient le retourner au Canada? Parce qu'ils ne voulaient pas juger un mineur. Et à la toute fin de l'opération, ça aussi, c'est écrit dans le livre, c'est l'administration d'Obama qui est intervenue politiquement en violant la loi sur l'indépendance judiciaire des commissions militaires, donc imaginez, est intervenue politiquement pour dire, lui, en parlant de Kader, il retourne au Canada, vous allez signer une entente avec lui. Et ça, j'ai la citation très précise. Ce n'est pas vrai que le premier condamné de Guantanamo sera un enfant soldat. Donc, à partir de ce moment-là, le Harper est obligé de se dire, OK, bon, là, clairement, Obama est fâché. Et donc, on a retourné Kader, mais encore une fois, en violant l'entente qui avait été conclue. Puis je m'explique, c'est que dans cette entente-là, on disait une autre année à Guantanamo, et les 7 autres années... J'ai fait des aveux, donc voilà. Voilà. Je fais une autre année, puis après ça, je vais purger le reste de ma peine au Canada. C'est-à-dire un autre 7 ans. Et là, je vous pose la question. Si les États-Unis pensaient sérieusement qu'Omar Kader était coupable de meurtre sur un soldat américain, coupable d'en avoir blessé un autre, pensez-vous vraiment que sa peine aurait été de 1 an plus 7 ans? C'est-à-dire, c'est complètement absurde, là. Et pourquoi Stephen Harper ne voulait pas le rapatrier? Parce qu'il a fait... Et comment il a pu il a pu aller contre la volonté des Américains? Mais c'est ça. Mais moi, c'est ce qui me rend malade dans cette histoire-là. Parce que Stephen Harper a décidé de faire ce qu'on appelle du wedge politics, c'est-à-dire de la politique de la division. Et là, vous avez toutes les citations puis les sondages dans le livre qui expliquent que Harper disait « c'est un terroriste ». Or, les gens disaient, ben c'est vrai, c'est un terroriste. Puis comme c'est un terroriste, on n'en veut pas au Canada. Mais la question est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Faire du wedge politique, c'est un peu ça, c'est diviser les gens. Vous êtes avec nous, c'est-à-dire vous êtes contre le terrorisme, ou vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire vous êtes mou avec les terroristes. Et ce qu'on comprend en lisant le livre, Frédéric Bérard, c'est qu'il invoque la justice américaine contre laquelle il ne peut pas aller, alors que des documents, sources à l'appui dans votre livre, révèlent plutôt le contraire. Puis si je peux ajouter quelque chose là-dessus, comment il a fait pour aller à l'encontre des Américains? Pendant un bout de temps, Obama s'est gratté la tête parce qu'oubliez pas, il avait promis la fermeture de Guantanamo. Donc, on retournait tout le monde dans leur pays respectif. Mais là, ils sont coincés avec Kader. Harper a mis son pied à terre en disant « on n'en veut pas ». Il se bat contre les tribunaux canadiens, d'ailleurs. D'ailleurs, mais systématiquement, c'est de l'acharnement pour pas dire autre chose. Et une des révélations du bouquin, c'est Denis Seney, l'avocat d'Omar Kader, qui m'a clairement dit, d'ailleurs, c'est sorti dans le Globe and Mail, hier, en termes de... Il y a une recension sur le bouquin, et Stephen Harper n'a pas nié ma thèse, qui est la suivante. Denis Seney s'est fait dire par Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État pour Obama, « Maître Edney, on veut bien le retourner chez vous, votre client, nommément Kader, mais si votre premier ministre ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Alors aujourd'hui, vous croyez 100% à l'innocence d'Omar Kader et au fait qu'il n'était pas radicalisé? Ah non, en fait, il était radicalisé. Quand je dis j'accuse des tortionnaires d'Omar Kader, le premier tortionnaire, c'est son père, qui a radicalisé ses enfants, qui les a poussés dans cette espèce de gouffre de violence sans fin. Mais une fois qu'on a dit ça, les conventions internationales sur le droit de l'enfant doivent s'appliquer, protéger l'enfant. Fin de la discussion. Aujourd'hui, il y a quelques lignes dans le livre, Frédéric Bérard, là-dessus. Aujourd'hui, depuis 2017, en fait, parce qu'il a été libéré, fait son temps, purgé sa peine, en tout cas, bref, il est libéré. Sa vie ressemble à quoi? Une vie... je ne sais pas comment ce gars-là fait pour être fonctionnel socialement, parce que pour être allé à Guantanamo et dans des conditions beaucoup plus faciles que les siennes, il va sans dire, c'est archi traumatisant. J'ai pas vécu de torture. Je ne sais pas comment ce gars-là fait pour faire ce qu'il fait actuellement. Il a un petit centre d'achat de 4 ou 5 locaux à Edmonton, une petite agence de voyage à l'intérieur, un truc de gazon, des choses du genre.
Il ne parle plus aux médias. Il ne veut plus rien savoir de personne. Et puis franchement, je pense qu'on doit respecter cette volonté. Et donc, vous, votre vie aujourd'hui, Frédéric Bérard, 10 ans après avoir été obsédé, avoir fouillé cette histoire, on en sort comment? Je sais pas. Difficilement. Ouais, parce que c'est le genre de choses qui n'auraient jamais dû arriver au Canada. Au Québec, on n'est pas comme ça. Et est-ce qu'on est à l'abri maintenant que ça arrive à nouveau? L'idée du livre, c'est un peu ça. C'est de dire qu'il y a un politicien, il y a un premier ministre qui a fait d'importants gains politiques en décidant lui-même de se faire juger parti, en disant, vous n'avez pas besoin de tribunaux, ça va être moi le tribunal. Je vous dis que c'est un terroriste, fin de la discussion. Est-ce qu'on veut ça au Canada? Est-ce qu'on veut ça au Québec? Moi c'est dommage, mais l'histoire d'Omar Kader, c'est pas tellement Kader qui m'intéresse. D'ailleurs, je ne l'ai pas rencontré parce que je voulais garder une distance avec le sujet. Mais c'est l'espèce de tendance qui vient de se créer. Puis je vois certains des commentaires sortis du livre. Encore, pour plusieurs, le droit devrait s'appliquer avec asymétrie, à géométrie variable, dépendamment de ce qu'on pense de ce que tu auras fait. Et ça, cette tendance-là doit être contrée. Parce qu'autrement, on ne vit plus dans un état de droit, on vit dans autre chose. Et si on ne vit plus dans un état de droit, on ne vit plus en démocratie non plus. Frédéric Bérard, J'accuse les tortionnaires de Marc Adder aux éditions Saint-Jean est donc maintenant disponible. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien ce matin. C'est moi qui vous remercie.